L'étymologie de sobriété, en fait, elle est assez marrante parce que vous savez que ébriété et sobriété ont la même étymologie. Le so, c'est un préfixe privatif. Étymologiquement, l'homme sobre, c'est un homme qui n'est pas dans un état d'ébriété. Et donc, on voit tout de suite, si vous voulez, que dans la sobriété, il y a cette idée que je vais maîtriser un appétit sensible. Il y a cette idée aussi que, en fait, nous avons toujours envie d'aller dans la facilité. C'est-à-dire que si jamais j'aime le vin, je vais tendance à l'aimer d'une façon un peu excessive. Et donc, si jamais je veux réduire cet excès, eh bien, je vais entrer dans une sobriété, dans une certaine mesure. Voilà, une mesure. Très important, très grec comme idée. Même chez les épicuriens, il y a toujours l'idée que pour avoir le plus grand plaisir, il ne faut pas être dans l'excès. Et si jamais je devais donner une définition de la sobriété, je dirais que c'est une disposition acquise et stable pour réguler nos appétits sensibles. En fait, la grande idée, c'est la tempérance. Vous voyez, la tempérance, c'est la même idée que la sobriété. Et je ne sais pas si vous connaissez la carte du tarot. La tempérance. C'est une très jolie carte dans laquelle on voit une femme avec un flux. Et le flux va d'un vase qui est en haut vers un vase qui est en bas. Et entre les deux vases, il y a de l'eau qui descend. Et c'est très intéressant comme façon d'envisager la tempérance et donc la sobriété, c'est de dire que le vin, il est puissant, il est fort. Il faut le tempérer. Il faut mettre de l'eau dedans. Et cette idée, c'est une idée également qui a été reprise par la suite et qui consiste à dire que les appétits sensibles, laissés à eux-mêmes, risquent fort de nous mener à des excès. Et donc, il faut l'emprise de l'esprit qui va venir précisément apporter une tempérance. Voilà. Et ça s'apprend. Ça s'apprend parce que laissé à nous-mêmes, ben oui, nous avons tendance à aller dans le sens de la facilité, dans le sens du plaisir, dans le sens du confort. Et donc, il faut apprendre à se maîtriser. Voilà, il y a une idée vraiment très forte de partir à la conquête de soi, notamment pour les gens qui sont extrêmement sensibles, qui sont extrêmement attirés par les plaisirs de la vie et par le confort, et par le pouvoir, et par l'argent, etc., etc. La sobriété, c'est une excellence qualitative. Qualitative. Nous sommes dans la qualité, non pas dans la quantité, vous voyez. On n'est pas dans la maximisation des biens ou la maximisation du profit. On est dans une juste mesure qui est une excellence et qui fait que les gens sont bien et sont accomplis. Voilà, c'est la grande idée de la tempérance. Voilà. Alors, elle est acquise pour devenir stable, parce que ce n'est pas facile d'être sobre. C'est pas si évident que ça. C'est une disposition qui est acquise par répétition. Les plus grands efforts sont les efforts qui sont faits au début, parce qu'au début, on n'a pas envie forcément d'être dans la régulation. C'est lorsque l'on a fait des excès de vin que l'on se rend compte que ça, c'est pas bon. Et donc, la fois suivante, on va éviter les excès parce qu'on voit bien que c'est pas bon. Vous voyez, il y a cette idée qu'effectivement, à partir du moment où je fais des excès dans la consommation d'énergie, je vais payer une facture supérieure. Si je fais des excès dans ma façon d'agir et d'exercer mon pouvoir au sein d'une entreprise, eh bien, je vais avoir des gens qui ne seront pas dans la coopération, mais dans la suspicion, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, on peut avoir une vision qui est plus large de la sobriété, qui d'abord concerne effectivement l'usage des alcools et du vin, etc. Et ensuite, évidemment, il y a une façon un peu plus large de voir comment cela peut être décliné. Quand on parle de la sobriété, il ne faut jamais oublier que d'abord et au commencement de la sobriété, il y a un petit effort. Et quelquefois même, pour certains d'entre nous, cet effort est grand. Je suis frileux. Hein. Je suis habitué à vivre à 23 degrés. Bon, si jamais je décide d'être à 21 ou à 20 ou à 19 degrés, eh bien, je vais devoir faire un effort. Et vous savez, moi, je ne suis pas du tout partisan de dire, vous savez, c'est facile la sobriété, c'est facile. Non, 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 c'est toujours un effort. En d'autres termes, il faut valider la perte. Je dis ça souvent, vous savez, quand on est dans la philosophie du changement et dans le changement dans les organisations, la première chose à faire, c'est de valider la perte. Il va y avoir une part qui ne va pas être comme avant. Oui, ça va être différent. Et donc, il y a une petite frustration, effectivement, une petite ou une grosse frustration. Le grand problème, c'est que nous sommes dans une société qui a beaucoup, beaucoup de mal à accepter la frustration. Pourquoi? Eh bien, je crois que c'est lié notamment à nos instruments numériques.
le tout de suite que l'on a grâce à ces outils extraordinaires que sont nos outils numériques, n'est-ce pas? Si jamais je veux aller au cinéma, eh bien, je regarde sur mon application où est le film que je veux voir. Je peux réserver mes places, je peux les payer avec mon outil, je peux utiliser Google Maps pour y aller. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, je vais tout faire avec ça. Donc, c'est facile et c'est très rapide. Et nous sommes dans une société qui privilégie précisément le facile et le rapide. Or, la sobriété, c'est pas facile et c'est pas rapide. C'est pas vraiment une difficulté par rapport à la sobriété, c'est aussi une difficulté par rapport à l'effort. Oui, l'effort mérite d'être, comment dirais-je, défendu. Je parlais avec un étudiant qui fait des études d'ébénisterie. Et il me disait qu'il était un peu furieux parce que pendant 4 heures, son professeur d'ébénisterie lui a demandé d'aplatir une planche avec une varlope. Il y a passé 4 heures. C'était très difficile. C'est très difficile d'aplatir une planche pour avoir une planche parfaitement plate au dixième de millimètre près. C'est très difficile. Et il me disait, mais c'est complètement idiot de nous faire cet exercice-là parce qu'avec une machine, ça prend 30 secondes et c'est parfaitement propre. Donc vous avez là tout à fait, vous voyez ce que je veux dire, la difficulté et le sens de l'effort. Il a compris finalement, cet élève, il a compris effectivement que c'est à partir du moment où je connais le geste et que je comprends ce geste qu'il faut faire et qu'il faut prendre le temps d'acquérir, que je vais avoir la culture propre, n'est-ce pas, de l'outil et la culture propre du geste fondamental de l'ébéniste. La machine va effectivement aller beaucoup plus rapidement, mais si je sais le faire manuellement, eh bien, je peux comprendre et je peux avoir cette culture globale, exactement comme c'est idiot d'apprendre les opérations de calcul. C'est vrai qu'avec une calculette, on va beaucoup plus vite, en général. C'est ce rapport à l'effort qui est absolument indispensable, me semble-t-il. Nous sommes une société où la frustration est difficile. Vous savez, les grandes choses dans la vie, elles demandent toujours de l'effort. Les grandes choses de la vie demandent de l'effort. Voilà. Et la sobriété peut nous conduire précisément à pouvoir faire de grandes choses. Parce qu'il y a derrière la sobriété l'idée, effectivement, que j'ai une plus grande maîtrise de moi-même. Je ne vais pas passer par une technique, je vais passer par une plus grande maîtrise de soi-même, de moi-même. Pourquoi se saisir de la sobriété ? Je vous ai dit qu'en fait, c'est vrai, il y a cet aspect sur lequel j'ai insisté, l'aspect de l'effort, l'aspect d'un manque qu'il faut savoir accepter et vivre avec. Mais je n'ai pas dit 3 autres choses qui me paraissent totalement fondamentales en ce qui concerne la sobriété. À savoir que la sobriété, ce n'est pas simplement l'acceptation d'un manque. C'est aussi au moins 2 ou 3 autres choses qui sont très positives. Et la première chose, c'est effectivement la conquête de soi. Je reviens là-dessus. Vous savez, lorsque vous apprenez un métier, c'est un geste. Ce geste-là est difficile, il suppose un temps long et le temps de précisément l'acquisition de ce geste. Que l'on soit comptable, ébéniste, plombier ou médecin, on a besoin d'apprendre les gestes fondamentaux. Et ça, c'est une vraie maîtrise de soi, c'est une conquête de soi-même. Et la sobriété va dans ce sens-là, une meilleure conquête de soi-même. Première chose. La deuxième chose, c'est que la sobriété, à partir du moment où j'ai un certain nombre de moyens qui sont réduits, eh bien, je vais forcément aller dans une certaine créativité. Et la créativité est associée à la sobriété. Et il y a des gens qui ont développé ce concept au niveau industriel et qui était vachement intéressant à mon avis, c'est le concept d'innovation frugale. Alors, petit détail, frugal, vous savez que frugal, ça vient de fruit, fructifier. Et frugal, c'est l'idée, si vous voulez, qu'en fait, on se contente des fruits de la terre. On se contente des aliments simples. Et effectivement, l'innovation frugale, ça a été développé, si vous voulez, dans des pays où il y a des ressources qui sont très limitées. Et quand on a des ressources limitées, forcément, si vous voulez, on réfléchit. On essaie de penser d'autres moyens. Voyez, et l'innovation frugale, ce n'est pas le low cost. Il ne s'agit pas de faire des choses avec une qualité médiocre. L'innovation frugale, ça consiste à 2 choses qui sont très intéressantes, me semble-t-il. 1, partir du besoin du client, et je dis bien du besoin réel du client,
Qu'est-ce que veut vraiment le client? Et deuxièmement, quels sont les moyens qui existent déjà et que je peux recomposer pour aller dans ce sens-là, le sens du besoin du client. Il y a un exemple qui est assez intéressant à ce sujet, c'est la Dacia. Renault, la Dacia. La Dacia est considérée comme précisément une innovation frugale. Pourquoi? Elle est moins chère que la majorité. Il ne s'agit pas de faire une voiture avec 3000 options. Il ne s'agit pas d'être dans l'offre et toujours dans la surenchère d'une offre qui en veut davantage. Il s'agit de répondre à un besoin simple du client, n'est-ce pas, qui a besoin d'une voiture qui, comme on dit beaucoup aujourd'hui sur Internet, qui fait son job. J'ai une voiture qui n'est pas chère, qui a une consommation correcte voilà, et qui répond à mon besoin. Ça, c'est la première chose, répondre aux besoins. Et deuxièmement, Dacia, qu'est-ce qui fait que justement je peux arriver à faire une voiture pas chère? Eh bien, c'est le fait que je vais utiliser des pièces de rechange et une technologie qui existe déjà. Et donc, je ne vais pas renouveler. Je ne vais pas investir énormément dans la recherche. Nous sommes dans l'agilité des moyens, nous sommes dans la créativité, donc l'innovation frugale. Je crois que c'est la deuxième chose que nous permet la sobriété, c'est d'être créatif. Et la créativité, c'est assez jubilatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Jubilatoire. Troisièmement, donc conquête de soi, 1. 2, créativité jubilatoire. 3, quand on manque, on est beaucoup plus dans le partage. Et là, je dirais que c'est une vision, je dirais, sociopolitique, morale, comme vous voulez, de la sobriété. Évidemment, l'exemple typique, c'est le covoiturage. Il faut bien voir une chose, quand on manque de moyens, quand on est dans le manque, eh bien, on a tendance à être solidaires les uns des autres pour pouvoir précisément répondre à nos besoins qui sont des besoins communs. À défaut de pouvoir y répondre tout seul, je peux y répondre à partir du moment où je vais pouvoir jouer la coopération avec les autres. Et cette coopération, elle est effectivement facilité du fait que je suis dans le besoin. Le problème de la richesse et des gens riches, si je puis dire, le problème de la richesse, c'est que ça induit un comportement autonome. Comprenez, moi j'ai ma bagnole, j'ai ma Porsche, elle consomme un maximum, mais c'est un plaisir total de la conduire et je l'utilise et si jamais on me demande de faire des efforts, ben, je m'en fiche un peu, quoi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Vous voyez, le laissez-moi tranquille, c'est pas du tout la même chose de gens, la même attitude que les gens qui sont dans le besoin. Alors, je dis pas que tous les gens riches sont comme ça, hein, mais ça induit un comportement égoïste. Alors que ceux qui sont un petit peu dans la pauvreté des moyens, n'est-ce pas, ils ont tout intérêt à jouer la coopération. Et c'est en ce sens-là que la sobriété, vous voyez, elle a des effets vertueux. Des effets vertueux en ce qui concerne la conquête de soi, en ce qui concerne justement l'imagination et aussi dans une dimension qui est sociale et qui est solidaire. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, il faut se saisir de la sobriété comme d'une bonne nouvelle et pas simplement d'un effort. C'est marrant, Aristote avait toute une réflexion à ce sujet. Il dit que l'homme d'excellence est un homme qui a un grand plaisir, d'accord? Qui a du plaisir. L'homme heureux, il a du plaisir. Et l'homme heureux, c'est un homme qui a une certaine tempérance. Encore une fois, c'est une excellence. L'excellence, Aristote, c'est l'excellence arrêtée en grec. C'est le même mot que virtus en latin, sauf que vertu, ça fait un peu tristouné. Vous voyez ce que je veux dire? La vertu, c'est bon, une personne vertueuse, c'est pas une personne très rigolote en général. Alors que l'excellence, c'est un mot qu'on utilise beaucoup plus dans les entreprises, comment dirais-je, est beaucoup plus proche du mot arrêté grec. Et la désigne beaucoup plus. Donc c'est une excellence, vous voyez, c'est une excellence. Et cette excellence, si vous voulez, c'est joyeux. Aristote fait la différence entre l'homme tempérant et l'homme continent. L'homme continent, c'est celui qui est tempérant avec un maximum d'efforts. Il y arrive, hein, il y arrive. Mais enfin, c'est pas jouissif, justement. Pour le coup, lui, si vous voulez, il est dans l'effort. Oui, c'est l'ambitieux qui fait des efforts pour l'être un peu moins et laisser les gens un peu... Il fait des efforts. L'homme tempérant, pour Aristote, il est content, il est heureux. Il y a une certaine facilité, vous voyez.
il a une certaine facilité. Il est habitué à être dans la sobriété. Ça lui donne un certain équilibre de vie. Et cet équilibre de vie, eh bien, il le vit bien. Et je crois que c'est ça un petit peu, cette sagesse qui est très grecque, n'est-ce pas, et qui consiste à dire que l'excellence, elle est liée à un certain plaisir. Donc, oui, je crois qu'il y a, il y a de la joie, il y a quelque chose de positif à vivre, je dirais, dans cette sobriété. Je répète, hein, la conquête de soi, c'est un plaisir. Il y a de la fierté, vous savez, il y a de la fierté à se conquérir, parce que c'est pas facile d'être dans la conquête de soi-même. Il y a aussi du plaisir jubilatoire à innover, à trouver la bonne solution, alors que je suis un petit peu en manque. C'est très agréable et c'est très amusant. Et puis, il y a aussi cette dimension qui est la dimension du partage. Il y a le plaisir d'être ensemble, oui, le plaisir d'être ensemble pour partager une situation commune qui n'est pas facile, mais à partir du moment où elle est partagée, elle est plus acceptable. Et même au-delà de l'acceptation, je pense qu'il y a une notion de joie, de fierté, de solidarité, de plaisir d'être ensemble, etc., etc. Il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour se mettre à la sobriété. Je parle de toutes les sobriétés énergétiques, etc. Vous savez, j'ai reçu encore ce matin, de la part de celui qui me donne Internet, là, une application qui permet de fermer sa box la nuit, automatiquement. On programme sa box et elle s'éteint. Comment se mettre à la sobriété? Vous savez, je vais vous dire une chose. Beaucoup disent, vous savez, la sobriété, comment se mettre à la sobriété, chacun, les individus, s'ils se mettent à la sobriété, ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien parce que ceux qui manquent de sobriété, ce sont les grandes entreprises, ce sont les grands, je parle notamment de la sobriété énergétique, vous savez, c'est les avions, c'est les énormes cargos qui dépensent une énergie dingue, etc., etc. C'est là le problème. Alors ne nous embêtez pas, vous voyez ce que je veux dire avec cette sobriété qui nous culpabilise. Oui, parce qu'on dit souvent aujourd'hui, vous savez, ouais, maintenant on nous culpabilise sur la sobriété, etc. Alors moi, je le dis très simplement, je considère effectivement que la sobriété, c'est très important, mais je ne me sens pas du tout coupable, hein. Moi, je me sens solidaire. Je le dis très simplement, je me sens solidaire. Je pense que c'est un vrai problème et c'est une façon assez juste de voir les choses et il faut se montrer solidaire. Bon, donc je positive complètement le truc. Il y a des gens qui se sentent coupables, tant pis pour eux, et peut-être même qu'ils ont raison de se sentir coupables après tout. Vous savez, ce n'est pas la culpabilité qui est mauvaise, ce sont les mauvaises culpabilités qu'il faut. Voilà. Il y a quelquefois, il faut se sentir un peu coupable de trop utiliser l'énergie, que sais-je. Donc comment s'y mettre? Je crois, si vous voulez, qu'il faut commencer, tout simplement. Deux mots quand même sur l'utilité, parce qu'effectivement, c'est inutile. Mais c'est vrai que c'est inutile. Si jamais je compare, moi, si vous voulez, et chacun d'entre nous ici, notre consommation d'énergie, etc., comparée à la consommation des grands de ce monde et des grandes entreprises, etc., c'est vrai que c'est quasiment nul. Donc, ce n'est pas un problème d'efficacité. L'argument n'est pas bon. Mais je crois qu'il y a d'autres arguments que l'argument d'efficacité. Parce qu'il y a aussi, si vous voulez, c'est une façon de dire, d'être dans la dérision, de dire, finalement, hein, moi je m'en fiche. Hein, de toute façon, ce sont les grands qu'ils commencent, eux, et puis après on verra. Bon, moi je suis tout à fait comme le colibri de Rabi. On est là sur la question de la valeur de l'exemplarité. Et moi, je crois à la valeur de l'exemplarité. Je le crois parce que je n'arrête pas d'être si vous voulez, dans des communautés où le management, c'est super important. À partir du moment où on a un manager ou quelqu'un qui est responsable, directeur, que sais-je, et qui a un bon comportement, eh bien, ça facilite grandement la vie des autres. Et de la même manière, si vous voulez, chacun d'entre nous, nous pouvons être un exemple, un petit exemple microscopique, je vous l'accorde. Mais vous voyez, la force du symbolique, c'est extrêmement important. Voilà, ce n'est pas une force effective, quantitative, mesurable, c'est une force exemplaire, qualitative, symbolique. Elle a sa force et multipliée par 1, 2, 10, 100, 1000, 100 000 personnes, ça commence à prendre du poids et ça peut effectivement devenir une force morale, une force sociale, une force des réseaux, etc., qui peut avoir son poids. Donc, par quoi commencer? Il y a plein d'exemples où on va réduire sa consommation d'énergie, mais c'est aussi le gaspillage. Vous savez combien de légumes sont consommés, achetés et consommés réellement? Question. Il y a 30% de légumes et fruits qui ne sont pas consommés et donc qui sont jetés, qui ne servent à rien. Ça, vous voyez, c'est la sobriété pour moi.
Par quoi commencer? Par éviter de jeter. Éviter de jeter, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir effectivement une attention, gérer davantage son réfrigérateur. Je prends cet exemple-là parce qu'il est basique de chez basique, hein, c'est du concret de chez concret ce que je dis là. Bon, voilà. Mais d'un autre côté, si vous voulez, il faut commencer par des choses extrêmement simples. Et c'est aussi, vous voyez, ça devient une éducation, ça devient une culture. La culture de la sobriété, c'est une culture, c'est-à-dire que ce sont des gestes qui sont partagés. Vous savez, Aristote dit très justement, on devient excellent par répétition. Il faut commencer, on pose un premier acte, et en réalité, nos premiers actes, finalement, formatent. On peut vérifier que ce que l'on fait dans ce premier acte, eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Et si jamais je le reproduis et que je le reproduis encore, cette reproduction de l'acte, cette répétition de l'acte va devenir une habitude et cette habitude peut être vertueuse. Voilà, je dis ça parce que c'est vraiment tout simple, hein, mais vous voyez, pour avoir et développer une culture de la sobriété, il faut commencer par des actes qui sont quelquefois effectivement des actes microscopiques, mais qui peuvent devenir exemplaires